On a tendance à imaginer la guerre avec des tanks, des avions. Mais aujourd'hui, le vrai front, il est ailleurs. Il est invisible. Il est dans notre tête. C'est ce qu'on appelle la guerre cognitive. Et cette phrase, elle ne sort pas de n'importe où, hein. Elle vient d'un rapport de l'OTAN. Et non, ce n'est pas juste une jolie métaphore. C'est le cœur d'une nouvelle doctrine stratégique. L'idée, c'est que le cerveau humain, c'est devenu le nouveau champ de bataille. Alors attention, il ne faut pas tout mélanger. La guerre de l'information classique, c'est un peu comme contrôler les caméras de surveillance pour décider ce que les gens voient. La guerre cognitive, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus vicieux. Là, l'objectif, c'est de pirater le processeur central, notre cerveau. Le but, c'est plus de contrôler ce qu'on voit, mais comment on pense, comment on interprète le monde. Et forcément, face à une menace pareille, les grandes puissances ne restent pas les bras croisés. Sauf que tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles. Leurs stratégies sont même radicalement différentes. Ici, on voit bien le fossé. D'un côté, on a l'OTAN, qui est plutôt sur la défensive. Leur idée, c'est la résilience cognitive. Comment fait-on pour que nos démocraties soient plus solides, plus résistantes à la manipulation? Et de l'autre côté, c'est l'attaque pure et dure. La Russie, avec sa technique du torrent de mensonges, cherche à créer le chaos, à semer la confusion pour paralyser l'adversaire. La Chine, elle a une approche un peu différente, mais tout aussi offensive, imposer son pouvoir de discours pour changer les règles du jeu international, le tout sans avoir à déclencher une guerre classique. Mais ce qui change absolument tout, ce qui fait passer cette guerre à la vitesse supérieure, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. L'IA, ce n'est plus juste un gadget, c'est devenu l'arme principale, une véritable usine à produire du faux à une échelle jamais vue. Et là, on ne parle pas des petits bots un peu bêtes qu'on connaissait. Non, on entre dans ce qu'on appelle la guerre agentique. Imaginez, des armées d'IA totalement autonomes, des agents qui ne se contentent pas d'obéir à des ordres, mais qui peuvent observer, raisonner, planifier et lancer des opérations d'influence complexes tout seuls. Ils s'adaptent en temps réel, plus besoin d'un humain derrière l'écran. Et l'autre aspect qui change la donne, c'est l'économie de tout ça. Avec l'IA, produire de la désinformation de masse de très haute qualité, ça ne coûte quasiment plus rien. Le coût de production tend vers zéro. Par contre, le coût pour se défendre, pour nos sociétés, lui, il explose. Un exemple parfait de ça, c'est l'opération russe Doppelganger. C'est vraiment l'usine à mensonges 2.0. Regardez comment ça marche, c'est redoutable. D'abord, on clone. L'IA crée automatiquement des centaines de sites qui sont des copies quasi parfaites de vrais médias connus. Ensuite, on génère. L'IA produit en masse des faux articles, des mèmes, des vidéos qui réagissent à l'actu en temps réel. Et enfin, on distribue. Tout ce contenu est balancé sur les réseaux sociaux pour inonder l'espace et pour donner l'impression que tout le monde pense comme ça. Ok, on a vu les grandes stratégies, les nouvelles armes, mais au quotidien, ça ressemble à quoi? Comment ça marche, concrètement? Voyons un peu les tactiques utilisées. Une grosse partie de la bataille maintenant, elle se passe dans ce qu'on appelle le dark social. Ce sont les espaces privés, cryptés, Telegram, WhatsApp, Signal. Pour les modérateurs, ce sont des boîtes noires, impossible de voir ce qui s'y passe. C'est le terrain de jeu idéal pour que la désinformation prospère tranquillement à l'abri des regards. Prenons un cas concret, les campagnes anti-ONU au Sahel. C'est un exemple d'école. D'abord, les narratifs, les histoires, sont développés et testés sur des plateformes comme Telegram où il n'y a aucune modération. Ensuite, les fausses accusations sont publiées à des moments clés pour coïncider avec de vrais événements et créer un maximum de tension. Et l'étape finale, c'est le blanchissement. Le contenu est sorti de ces groupes privés et lavé en le postant sur des plateformes publiques comme Facebook ou X. Et pour que ça ait l'air crédible, on utilise des influenceurs locaux qui parlent les langues locales. En fait, ces opérations ne font que reprendre de très vieilles techniques de propagande, mais en les mettant sous stéroïdes grâce à l'IA. On retrouve par exemple Guy Scalop. L'idée, c'est de balancer tellement d'arguments, même s'ils sont faux ou trompeurs, que l'adversaire est juste submergé. Il y a aussi le whataboutism, le fameux « et vous alors ?», une technique pour dévier toute critique. Et bien sûr, l'indémodable homme de paille, qui consiste à caricaturer la position de l'autre pour pouvoir l'attaquer plus facilement. Bon, face à tout ça, la question qu'on se pose, c'est comment on se défend? Comment est-ce que les démocraties peuvent riposter? La première réponse, elle est du côté de la loi. En Europe, il y a eu une avancée majeure, le Digital Services Act, le DSA. Et ça change vraiment la donne. L'idée, c'est d'arrêter de courir après chaque fausse info, une par une. Le DSA oblige les très grandes plateformes, les géants du net, à s'attaquer aux problèmes à la racine, à leurs risques systémiques. En gros, on leur dit, c'est votre algorithme qui amplifie ces mensonges, c'est à vous de le réparer. Et quand on regarde les premiers chiffres qui sortent grâce à cette nouvelle loi, c'est juste hallucinant. Meta a dû supprimer plus de 4 milliards de faux comptes en un an. TikTok, de son côté, c'est 13 millions de contenus retirés en un seul trimestre.
Ça donne une idée de l'ampleur du tsunami, mais ça nous amène à un dilemme vraiment compliqué. Jusqu'où va-t-on pour la sécurité au détriment de la vie privée? Il y a un énorme débat en ce moment sur le scan côté client. L'idée, ce serait de pouvoir scanner les contenus directement sur nos téléphones avant même qu'ils soient envoyés. Le pour, ça permettrait de bloquer des contenus vraiment dangereux. Le contre, c'est la porte ouverte à une surveillance de masse. Ça pourrait tuer le concept même de conversation privée. Mais les lois et la technologie, ça ne pourra pas tout faire. La ligne de défense ultime, la forteresse qu'il faut absolument protéger, c'est notre cerveau. Et pour ça, il y a une nouvelle idée qui gagne du terrain, une idée qui vient tout droit de la médecine. L'idée de se vacciner contre les mensonges. Parce que le problème du fact-checking classique, même si c'est hyper important, c'est qu'il arrive toujours après la bataille. Vous connaissez le dicton « un mensonge haletante fait le tour du monde pendant que la vérité met ses chaussures ». Une fois que la fausse nouvelle est devenue virale, le mal est déjà fait. C'est pour ça qu'on est en train de changer complètement de stratégie. On passe du debunking, qui consiste à corriger une fausse info après qu'elle se soit propagée, au pre-bunking. L'idée, là, c'est d'être proactif. On n'attend pas l'incendie pour l'éteindre, on apprend aux gens à repérer les techniques des manipulateurs avant de tomber dans le panneau. Le nom scientifique de cette approche, c'est l'inoculation psychologique. Et l'analogie avec le vaccin est parfaite. Quand on se fait vacciner, on injecte une forme affaiblie du virus pour que notre corps apprenne à fabriquer des anticorps. Eh bien, le pré-bunking, c'est pareil. On expose notre esprit à des formes affaiblies de manipulation, à des petits exemples pour qu'il développe une résistance, pour qu'il fabrique des anticorps mentaux contre la propagande. Alors si on se projette un peu, à quoi ça va ressembler demain? Il y a 3 grandes tendances qui se dessinent. 1. La guerre agentique va devenir la norme, avec des IA autonomes qui mèneront les campagnes. 2. On va assister à une véritable course aux armements cognitifs entre les IA qui attaquent et celles qui défendent. Et 3. La résilience cognitive, la capacité à résister à la manipulation, va devenir un enjeu de sécurité nationale. Avoir un esprit critique, ce sera plus juste une qualité, ce sera une question de défense. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question essentielle. Si le nouveau champ de bataille c'est l'esprit, alors c'est quoi l'arme ultime ?